la voix des sans-voix. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir à vous toutes et à tous. Lors de la conférence sur la justice transitionnelle, le jeudi 8 avril 2021, au siège des SOS disparus, voici le témoignage de la maman de Azibou Abdallah, journaliste disparu en 1997, sur le thème « Droit à la justice, droit à la vérité ». والذي اختطف من البيت على 12 الليل وقت الكوفر-feu. Donc, est-ce que je vous raconter, vous êtes une maman, c'est un témoignage, témoigner comme vous le sentez, comme voilà. Donc, ils sont venus à minuit, on a entendu des pas à la cage et après ils sont venus à la maison, ils ont tapé très fort. Allô, police ouvrez. Nous, en premier lieu, on avait peur d'ouvrir. Après, j'ai dit au père, il faut qu'on ouvre. Ils disent que c'est la police et c'est le couvre-feu, donc il n'y a que qui circule. Dès qu'on a ouvert la porte, on s'est retrouvé en face de 3 bonhommes armés avec des armes sophistiquées, avec infrarouge. C'est des armes que je n'ai jamais vues auparavant. Et il y avait d'autres dans la cage d'escalier et tout. Ils ont fait irruption à la maison. Moi j'avais peur, j'ai vu les armes braquées, donc je pensais qu'ils allaient tirer sur nous. Ils ont dit levez les mains et reculez à l'arrière. On a reculé. Après, mes enfants dormaient. Il n'y avait que ma fille qui s'était réveillée. Et ils ont demandé après mon fils. Ils ont dit Aziz, il est là. Le père a dit oui. Ils sont rentrés à la maison, carrément ils ont été à la chambre. Lui, il ne s'est même pas réveillé. Et après, quand il m'a entendu, parce que moi, quand j'ai commencé à crier, ils m'ont poussé vers le salon, ils ont fermé la porte. Ils ont bloqué la porte, donc je ne pouvais pas bouger. Et mon fils, quand il a entendu des cris, il s'est réveillé. Ils lui ont dit Aziz, il a dit oui. Il a dit allez viens, il faut nous suivre. Il était en pantalon de pyjama, c'était au mois d'avril avec les t-shirts. Juste il s'est mis debout, il lui a dit viens avec nous. Il lui a dit mon fils attends, moi j'ai ma veste qui est là-bas, je dois ramener ma veste, il y a mes papiers, il y a tout dans ma veste. L'un d'eux l'a accompagné, il a ramené sa veste et il est parti. Et comme nous c'était pas spacieux là où on habitait, il s'est accroupi vers le bas pour mettre ses chaussures. Ils ne l'ont même pas laissé. Il avait mis une claquette et l'autre, ils ne l'ont pas laissé la mettre, ils l'ont pris. Et depuis ce jour-là, vous avez... Allô. Et là, vous entendez? Non, Manish, de son chat. En fait, madame, j'avais vous raconter le jour de la disparition de son fils. Et depuis ce jour-là, vous n'avez plus aucune nouvelle. Et donc, je termine ça. Ils l'ont pris. Quand c'était le couvre-feu, on ne pouvait pas bouger. On a attendu que le jour se lève, après 7 heures du matin. La première démarche qu'on a faite, c'était aller au commissariat. J'ai déposé plainte, moi et le père, j'ai raconté ce que je viens de dire. Ensuite, du commissariat, ils nous ont envoyé à la BMPJ de Bouzaïra. On a été à la BMPJ de Bouzaïra, la même chose, on a raconté. Pour avoir des informations. Absolument. Pour dire ce qui s'est passé, que mon fils a été enlevé la nuit. Moi, je dis que la nuit, ce n'est que eux qui marchent, c'est le couvre-feu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui marche. Voilà. Quelles sont les informations que vous avez eues depuis et ce que vous avez fait? Eh bien, les premières informations, j'ai su qu'il a été emmené à la caserne de Nimsos, c'est ça. Caserne, je ne sais même pas où ça se trouve. Voilà, une caserne en face. Il a été emmené à cette caserne et j'ai su que mon fils a été torturé à mort. Et
suite, par le biais de la famille et tout, on a pu avoir une connaissance qui nous a dit effectivement, il est chez nous, parce que cette personne travaille là-bas, il est chez nous et qu'il a passé de très mauvais moments, il a bien appuyé sur très mauvais moments. Et donc moi j'ai tout de suite, je me suis accrochée à lui, je lui ai dit, ou vous m'emmenez le voir, il faut que, maintenant que je sais qu'il y a un lien, je ne vais pas vous lâcher. Je lui ai dit, vous l'avez emmené presque nu, avec tricot de peau, la veste il n'a même pas, il n'a pris que les papiers. Alors il m'a dit non, il m'a dit quand je vous appellerai, vous me préparez les vêtements. Et j'ai préparé les vêtements, il est venu à la maison, il a vu ses oncles, il a vu son père. Son père c'est un ancien moudjahid, son oncle c'est un grand avocat, il a décédé ça fait une année. Donc j'ai donné les vêtements, après je commençais à chercher après mon fils. Il me dit après je vais vous donner des livres. Madame, mais celle-là, ça reste des connaissances, ça reste des désirs Absolument. des personnes comme ça dans l'informel, mais et la justice, c'est des trucs formels, justice, oui. vérité. J'ai été voir à l'époque, c'était le Zagbara. D'ailleurs, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais dans tous mes états. Une maman à qui on a enlevé son fils la veille. Je me sentais dans un commissariat. Il me disait, Madame, votre fils, est-ce qu'il portait le camis? Votre fils, est-ce qu'il faisait la prière? Votre fils, je lui ai dit oui. On rappelle juste hier de Zagbara, c'était au conservatoire des droits de l'homme. Oui, oui. Et après, de chez Zagbara, j'ai été à son journal, j'ai vu son directeur, je lui en ai parlé. Je peux dire qu'il y a eu une grande solidarité de presse, toutes les presses, pas uniquement son journal. Mais un beau jour, tous les jours, moi j'achète le journal pour voir les événements, qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins. Un beau jour, j'ai acheté les journaux, je n'ai rien trouvé. Je me suis habillée, je suis descendue à son journal. J'ai dit à son directeur, je vois que déjà vous êtes arrêté, vous écrivez rien de lui. Il m'a dit, Madame, ils sont venus hier à minuit au journal, ils sont venus, ils m'ont dit, arrêtez d'écrire sur cette personne. Vous êtes en train de lui faire du mal, c'est ça, ce qu'il m'a dit. Alors arrêtez d'écrire, il est là et il va être libéré prochainement. Il n'a pas été libéré. Mais je n'ai plus revu mon fils depuis le 12 avril. Vous continuez à sortir chaque semaine, à assister à ce genre d'événements. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi Absolument. vous participez à ce genre d'événements jusqu'à aujourd'hui après plus de 20 ans? Oui, 24 ans, bientôt 24 ans. Bien sûr. Voilà. Quelle est votre revendication? Ma revendication, c'est la vérité et la justice. Mon fils, ils l'ont pris de la maison en chair et en os qu'il marchait. Donc, maintenant, mon fils ne s'est pas évaporé dans la nature. Il y a des gens qui sont venus, qui l'ont pris. Donc, c'est mon droit. Et je revendiquerai toujours ce droit jusqu'à mon dernier souffle. C'est de connaître s'il est vivant, où il est. Et s'il est mort, je veux savoir connaître sa tombe et pourquoi ils l'ont tué. Quel est le crime qu'il a commis pour mériter cette... je trouve pas le... Voilà, son destin. Voilà. Donc, moi, je ne m'arrêterai pas et je ne baisserai pas les bras. Donc, vous avez demandé, vous et les autres membres des familles des disparus, est-ce que vous avez demandé cela comme ça, la vérité des autorités algériennes? oui, bien sûr. Notre seule revendication, c'est la vérité et la justice. S'il a fait quelque chose, traduisez-le devant la justice et on va voir ce qu'il y a. S'il n'a pas et s'il n'a rien fait, je pense que 24 ans, c'est trop. C'est trop. C'est de l'injustice pure et simple. Et moi, je dirais, à travers cette conférence, que je ne baisserai pas les bras et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je sache la vérité sur le sort de mon fils. Voilà. Et à propos, dernièrement,
m'avez pris mon fils, et vous l'avez pris vivant de la maison. Je veux savoir où il est mon fils. C'est mon droit. Je ne vais pas faire une guerre, je ne vais rien faire, mais mon droit, c'est de connaître la vérité. Il m'a dit, madame, je lui ai dit, on va vous répondre par écrit. Je lui ai dit, monsieur, vous allez me répondre par écrit, et moi, je vais réécrire, et je ne me lasserai pas d'écrire. On passe à l'intervention de M. Abdelouahab Fersaoui, président de l'association RAJ, sur le thème instrumentalisation de la justice dans le Hirak. Donc, s'il y a des millions d'Algériens qui sont sortis durant ce mouvement populaire Hirak, pour moi, il n'est pas venu du néant. C'est grâce à l'accumulation des luttes, des militants politiques, des associations, des syndicalistes, et surtout, c'est grâce aux luttes de familles de disparus, des familles de victimes de terrorisme. Votre touche, elle est là dans cette maturité politique exprimée par des millions d'Algériens depuis février 2019. Et pour moi, je vous considère comme étant un symbole de résistance. Ça donne de l'espoir pour cette jeunesse afin de prendre le flambeau et de continuer la lutte. Sinon, concernant l'instrumentalisation de la justice et la justice transitionnelle, comme vient de dire le juge Benchir, cette question aujourd'hui, la justice transitionnelle, ne concerne pas uniquement cette période des années 90, parce que l'Algérie, depuis l'indépendance, elle a vécu beaucoup d'injustices. Déjà, depuis l'indépendance, il y a un coup d'État, donc il y a des événements 63, 65, il y a des exécutions politiques, si on parle de Kherdor, Karim Belkacem et d'autres, colonel Chabani, et puis il y a des événements d'octobre 88 jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore. Il y a le printemps noir, il y a les années 90, et actuellement aussi, il y a ce qui s'est passé avec beaucoup d'arrestations arbitraires au niveau national, et notamment du Hirak. Donc cette revendication de justice transitionnelle, elle est aujourd'hui portée par beaucoup d'Algériens, et tant mieux déjà, et cela dépend aussi de la transition, parce que quand on parle de transition, donc il y a un passage d'un régime bien déterminé à un autre régime. Donc je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent, notamment Majid Benchir, qu'il faut réussir cette transition, le Hirak. C'est une opportunité pour assurer ce changement, parce qu'une justice transitionnelle se fait dans un État, là où il y a le respect des libertés, là où il y a la démocratie, là où il y a l'état de droit. Donc le Hirak, il est là. C'est tous les Algériens qui participent pour réussir ce Hirak, ce mouvement extraordinaire. C'est à partir de là on peut mettre les assises d'une véritable justice transitionnelle qui va traiter certes la question des années 90, mais aussi toutes les étapes importantes, différentes étapes vécues par les Algériens depuis l'indépendance à ce jour. Sinon, durant le Hirak, quand on parle de la justice, et d'ailleurs ce n'est pas uniquement durant le Hirak, mais aussi depuis l'indépendance, le pouvoir il a tout le temps utilisé la justice pour faire taire toutes les voix discordantes, pour faire face à tous les mouvements et pour casser toutes les dynamiques sociales. Donc réellement, dans la Constitution, on parle d'un pouvoir judiciaire, donc il y a pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif et pouvoir législateur, mais réellement, on ne peut pas parler du pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire, il est incarné par l'autonomie et l'indépendance des juges. Et aujourd'hui, si on voit comment le fonctionnement de la justice algérienne, donc les juges aujourd'hui, leur indépendance est traduite par le Conseil de la magistrature, et le Conseil de la magistrature est entre les mains de l'exécutif. Et la preuve aujourd'hui, on a vu il y a quelques jours, je pense une semaine ou deux, il y a un décret ministériel, donc un avant-projet une décision, une directive de la part du ministère de la Justice qui refuse, qui demande au procureur de la République de ne pas ouvrir des enquêtes sur la question de la corruption s'il n'y a pas l'aval de la tutelle, qui est le ministère de la Justice. Donc ça, c'est une entrave, c'est contradictoire avec l'indépendance de la justice, avec l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et durant le Hirak, on a vu comment le pouvoir il a utilisé
cette justice, elle est devenue un appareil, un instrument pour en finir avec le Hirak. Tout d'abord, ils ont commencé par... tout d'abord, il y a un code pénal qui est déjà exagéré. En plus, ils ont revu ce code pénal, donc il y a une amende. Ils ont mis des articles qui justifient, qui légalisent en quelque sorte les différentes interpellations. Donc déjà, le premier code pénal n'a pas suffi, donc ils l'ont renforcé avec d'autres articles pour condamner toute personne, tout citoyen, tout Algérien, militant qui s'exprime en toute liberté. Donc ils mettent des lois qui criminalisent l'action politique, qui criminalisent la liberté d'expression, de rassemblement et d'opinion. Et aussi, si on peut, il y a des centaines de personnes, de militants, de hirakistes qui sont jetés en prison d'une manière arbitraire. Heureusement, il y a un collectif d'avocats disponible et à l'occasion, je leur rends un grand hommage pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont déconstruit toute cette machine administrative parce qu'il y a des dossiers vides montés contre des militants, mais réellement, si on prend la loi telle qu'il est, c'est-à-dire ils n'ont pas respecté ni la procédure, ni le fond pour jeter des centaines d'Algériens en prison. Donc la majorité, comme vous le savez, ont été accusés d'atteinte à l'unité nationale. Bon, c'est un chef d'inculpation qui est devenu banalisé. Et donc n'importe quelle action, simple publication sur Facebook peut porter atteinte, peut être traduite par le juge comme étant atteinte à l'unité nationale. Donc déjà même il y a un vide dans ces lois, dans ces chefs d'inculpation, parce que jusqu'à présent il y a des chefs d'inculpation atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'ordre public et tout, donc ils sont restés vagues. On n'a pas défini c'est quoi l'atteinte à l'unité nationale, on n'a pas défini ces chefs d'inculpation, donc on laisse le juge d'interpréter à sa manière pour jeter des Algériens en prison, alors qu'aujourd'hui la justice réellement c'est un espace, c'est un lieu où le simple Algérien il peut se réfugier pour garantir ses droits et ses libertés. Malheureusement aujourd'hui un citoyen, quand il aura affaire à la justice, il a plus de crainte que d'assurance. Parce qu'elle est instrumentalisée, parce qu'on ne peut pas parler de l'autonomie et de l'indépendance des juges ou de la justice d'une manière générale. Donc voilà, donc même sur la question de la lutte contre la corruption, la même chose, la justice elle a été instrumentalisée pour aussi en finir, bloquer les partis politiques, bloquer les syndicats autonomes, les associations, toute dynamique qui sort du cadre officiel, qui sort de l'agenda du pouvoir. Donc il y a toujours cette justice qui vient, c'est une justice aux ordres, qui vient, il bloque, il met des Algériens dans le... Aujourd'hui, on vient d'assister à un rassemblement juste à côté aussi au tribunal Sidi Mohamed. Donc c'est des jeunes. Donc on a vu les chefs d'inculpation, c'est vraiment, ça fait peur, c'est des chefs d'inculpation très graves, encore comme ça, des jeunes, des manifestants qui sortent exprimer leur aspiration à la liberté, à la démocratie pour un État de droit. Et aussi aujourd'hui, il nous parle à un certain moment sur la question du détenu d'opinion. Il a été géré par le pouvoir à travers la justice d'une manière un peu exceptionnelle, un peu spéciale plutôt. Donc on libère, on emprisonne, on interpelle, puis on libère, puis on fait de la libération comme étant un acquis, alors que tout se fait sans le respect des règles et des lois, des lois nationales de la justice algérienne. Donc aujourd'hui, même durant le Hirak, la libération des détenus, pour moi c'est des gens, et pour tout le monde, c'est des Algériens qui n'ont rien fait. Leur seul tort c'est bien d'exprimer leur opinion, de vouloir mettre l'Algérie sur le rail de la démocratie
et mettre les premiers jalons d'un état de droit et de démocratie. Donc c'est des poursuites qui n'auront pas lieu d'être sur le terrain, c'est des poursuites infondées. Même leur condamnation, c'est avec un dinar symbolique, pour moi c'est une atteinte, c'est une violation de liberté individuelle et collective, surtout d'expression et d'opinion des Algériens. Donc leur réhabilitation et l'annulation de tous ces poursuites et d'ailleurs c'est la revendication de tout le monde, des militants et des avocats de Hirak. Pour l'intégralité de la conférence, veuillez consulter notre page Facebook ou YouTube. Merci à vous, chers auditeurs. Lancez-moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.